Bonjour à tous. Donc avant de commencer, il me semblait quand même important de rappeler une évidence, c'est que cette thématique de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap, avant d'être un sujet de réflexion et un sujet de problématisation sous certains angles, c'est d'abord une bonne nouvelle, de par ce que cela peut symboliser en termes de progrès scientifique d'abord évidemment, mais aussi et surtout, comme le disait Muriel Delporte, progrès sociaux et sociétaux. Important de faire un focus là-dessus, généraliser la culture de la prévention du dépistage, notamment pour les maladies neurodégénératives. On sait que l'apparition de ces maladies-là va venir nourrir justement ce constat-là et venir alourdir des prises en charge qui sont déjà complexes. Plus largement, il va falloir être capable de former les professionnels donc à cette logique de dépistage par la maîtrise des outils, mais aussi les former aux conséquences du vieillissement, aux expressions du vieillissement pour assurer des repérages précoces. Le deuxième impact du vieillissement sur nos structures de l'habitat va être de bouleverser justement l'impact, le positionnement institutionnel et les pratiques professionnelles des établissements, puisque on va assister à une grande modification du profil des personnes accompagnées, qui va tendre vers une très grande hétérogénéité. Et là, cette situation va mettre les établissements devant un dilemme, à savoir comment faire vivre les objectifs du projet d'établissement face à cette hétérogénéité de profil, comment préserver un équilibre éducatif-soin, comment personnaliser l'accompagnement dans ce contexte-là. Ça peut déboucher sur de la désorganisation, mais aussi une forme entre guillemets, une crise d'identité pour les professionnels qui sont en poste, qui peuvent être déboussolés face à ces accompagnements qui sont très différents dans la forme, pourtant réalisés au sein d'une même structure. Ce contexte-là va favoriser l'apparition de situations complexes, soit par défaut d'anticipation, soit par suradaptation, parce que les établissements ont tendance à se suradapter, à retarder le problème, mais aussi et surtout par manque de place d'aval. On en parlera plus en détail lors des tables rondes politiques, mais c'est un sujet important. Pour justement casser ce cercle vicieux, l'enjeu va être, au-delà de la création de places, aussi de faire évoluer les philosophies d'accompagnement dans nos structures du champ du handicap, pour passer de cette logique d'accompagnement jusqu'au bout, qui avait cours et qui a cours encore, vers cette logique de parcours, et en luttant justement aussi contre la sensation d'abandon que ça peut provoquer chez certains professionnels. Pour le deuxième écueil à lever justement pour favoriser cette notion de parcours, c'est favoriser l'entreconnaissance entre les acteurs du secteur personnes âgées et personnes en situation de handicap. Ça passe par du partage de pratiques par exemple, pour casser les préjugés et permettre cette fluidification. La troisième conséquence identifiée porte sur les familles et les personnes accompagnées, puisque les conséquences d'avancée en âge peuvent être aussi anxiogènes pour les personnes accompagnées, pour les entourages, si elles ne sont pas préparées à ça. Aussi, lorsqu'on les mettra dans cette logique de parcours, elles pourraient aussi percevoir ça comme une forme d'abandon et générer aussi, venir accentuer ce sentiment anxiogène. Donc il y aura un gros travail de pédagogie à mener de la part des professionnels du champ du handicap pour accompagner les personnes et en faire des alliés et des acteurs de ce parcours-là. Plus concrètement, maintenant, je vais vous proposer de passer sur la présentation des solutions existantes au sein de nos établissements, de l'association, pour répondre justement aux défis qui nous ont été posés par cette avancée en âge. En premier lieu, je voudrais parler des centres d'habitat et particulièrement du foyer Franchon. Donc le foyer Franchon qui est situé à Ouillem, c'est qui symbolise à mon sens toutes les adaptations que peuvent mettre en place les établissements, des adaptations intelligentes face à ce défi de l'avancée en âge. Pour faire la petite histoire, en 2012, le foyer Franchon, qui était un centre d'habitat, est devenu un foyer d'accompagnement pour personnes retraitées, justement pour apporter une réponse au vieillissement du public qui était constaté, avant de devenir en 2020 un foyer de vie. Aujourd'hui, il accueille essentiellement 36 résidents en accueil permanent, 2 en temporaire, et sur ces 36 résidents, 36 sont des personnes retraitées d'EHPAD. Retraitées d'EHPAD.
La réflexion continue justement sur le foyer Fanchon, puisqu'il est encore à ce jour soumis à certains défis liés à l'avancée en âge, notamment la surmédicalisation. Et je sais que l'établissement, pour sans rentrer dans trop de détails, puisqu'il sera bien présenté cet après-midi lors d'une table ronde par Julie Oswald, est actuellement en train de réfléchir à une manière d'accompagner cette surmédicalisation par la création de places femmes. Dans nos foyers d'hébergement, donc Bruno Harley et Langevin, on ne dispose pas de place spécifiquement fléchée pour l'accompagnement du vieillissement, mais le sujet existe et même au centre de l'accompagnement, puisque ces résidences-services accueillent des personnes travaillant en ESAT, et il y a un gros travail d'anticipation à mener avec les acteurs du secteur personnes âgées pour trouver des solutions d'hébergement adaptées une fois qu'elles devront quitter l'établissement. Ce qui a pu donner par exemple en 2023 10 départs vers des EHPAD et des VPH. Pour nos foyers de vie et résidence-service, là aussi, il existe des solutions différenciées. Commençons par Altitude, qui est un foyer situé à Amiens, qui accueille 45 personnes. Et sur ces 45 places, 9 sont spécifiquement dédiées et fléchées pour des personnes vieillissantes. Au-delà de ces 9 places, l'établissement va disposer de 7 places femmes, ce qui va lui permettre d'avoir une infirmière au sein de son équipe, mais surtout, par ces deux réponses-là, d'apporter justement une double réponse au vieillissement et à la surmédicalisation. Mais lorsqu'on voit les chiffres, on se rend compte que les besoins restent quand même importants, puisque sur les 45 personnes accompagnées, 41 ont plus de 45 ans et 39 plus de 50 ans. Ce qui fait que les places dédiées sont insuffisantes par rapport aux besoins qui sont identifiés au sein de la structure, ce qui va là aussi nécessiter un gros travail en lien avec le secteur personnes âgées, et ce qui a donné lieu à 3 réorientations sur 2023 et 5 dossiers en cours d'études actuelles. Au foyer singulier pluriel, la donne est sensiblement identique, avec cette fois-ci pas de place femmes, mais 9 places pour personnes vieillissantes, avec un public aussi vieillissant, puisque 58% des personnes accompagnées ont plus de 45 ans. Donc, je vais faire un focus aussi, parce que je vais un peu vite parce qu'on est pris par timing, sur la résidence service Schumann, qui est une résidence qui est née en 2020 justement du constat qui a été fait du vieillissement des publics en résidence service. En 2020, donc, Schumann est né, et son projet c'est d'offrir un accompagnement adapté aux personnes vieillissant en âge, donc en fin d'activité professionnelle ou jeunes retraités. Et cet établissement accueille aujourd'hui 12 personnes qui présentent un bon niveau d'autonomie, et là le cœur de l'accompagnement se fait en partenariat avec les acteurs de droit commun, notamment les acteurs de santé, les acteurs paramédicaux, pour justement accompagner cette évolution dans leur profil, l'évolution dans leurs besoins. On aura cet après-midi, lors de la table ronde soins santé, l'intervention d'une infirmière qui intervient justement sur la résidence Schumann et qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur concrètement comment son rôle se définit au quotidien. Avant de basculer sur l'habitat médicalisé, je voulais parler de l'accueil de jour de la parenthèse, qui accueille 80 personnes de tous âges. Cet accueil de jour est aussi soumis aux conséquences de l'avancée en âge et aux problématiques qui sont inhérentes à ce sujet-là. C'est pourquoi, sur les 80 personnes, il y a un groupe qui est spécifiquement dédié pour les personnes vieillissantes, donc qui est composé de 19 à 20 résidences, 19 à 20 personnes accompagnées, et pour lequel une adaptation a été faite en termes de rythme, en termes d'encadrement, d'activités proposées, pour pouvoir justement répondre au mieux à leurs besoins physiologiques au quotidien. Ça m'a semblé important quand même de le mettre en avant, puisque cette thématique du vieillissement diffuse bien au-delà des simples structures de l'habitat, et on peut le retrouver en accueil de jour, dans les structures d'accueil de jour, et ce qui peut impliquer des besoins en termes d'adaptation. Passons maintenant donc à l'habitat médicalisé, qui va concerner ici dans notre association les 2 maisons d'accueil spécialisées, de Bonlieu et Tourcoing, et le foyer d'accueil médicalisé de Vincennes, les Pierrides. Ici donc on ne dispose pas de place spécifiquement dédiée pour personnes vieillissantes, mais la thématique est au centre et au cœur de nos accompagnements, puisque par exemple en femmes, 63% des personnes accompagnées ont plus de 45 ans, tandis que ce chiffre se monte à 87% en maths, ce qui est considérable, puisque en plus des effets liés à l'avancée en âge, on va voir se surajouter les effets liés aux évolutions des pathologies de base de ces personnes qu'on accompagne dans ces structures médicalisées. Donc ce qui va donner une complexité supplémentaire à l'accompagnement dans ces établissements, d'autant plus
que on se retrouve face à un véritable défi lorsqu'il s'agit de réorienter les personnes vieillissantes dans ces établissements-là vers le secteur personnes âgées, puisque comme ça a pu être évoqué tout à l'heure, ces UVPH, ces EHPAD ne sont pas dimensionnés pour accueillir des profils de personnes présentant de forts déficits et nécessitant des accompagnements assez complexes. Donc ça pose vraiment une question particulière dans notre secteur. Et là, j'ai le cas de figure d'une des résidentes que l'on a accompagnée, qui est arrivée aux femmes en 2007 et qui a quitté l'établissement pour entrer en EHPAD le mois dernier. Son projet de réorientation a pris 2 ans à se concrétiser. C'est une personne qui arrivait qui avait une quarantaine d'années, un certain niveau d'autonomie, qui a vu ses pathologies évoluer pour perdre énormément d'autonomie et nécessiter des accompagnements pour tous les actes de la vie quotidienne. Le travail de réorientation qui a été mené a été très complexe, faute de solutions adaptées dans le secteur personnes âgées. En tout cas, voilà pour l'état des lieux sur l'habitat. On va passer au secteur du travail. Donc pour vous illustrer la thématique du vieillissement dans le secteur des EHPAD, à l'heure actuelle, sur les personnes accompagnées par les 5 structures de l'association des Papillons Blancs, donc les EHPAD de Roubaix, Tourcoing, Waterloo, Villeneuve-d'Ascq et Tourcoing, pardon, excusez-moi. 56% des personnes accompagnées ont moins de 45 ans, mais 44 donc, ont plus de 45 ans, donc sont vieillissants. En fait, bien sûr, la question du vieillissement concerne l'ensemble de nos secteurs, donc on a voulu mettre un petit focus sur le secteur travail. Donc vous voyez les moyennes d'âge des personnes dans nos différents EHPAD, on va passer vite, mais on voit bien qu'on tourne autour de 50 ans, ce qui est un véritable challenge et enjeu. Voilà, les EHPAD. Et donc rapidement, donc, ce qu'on peut identifier comme enjeu, bien sûr, on l'a évoqué, c'est la fin de la vie professionnelle et la fin d'un parcours. Donc la préparation à la retraite, donc on va l'évoquer cet après-midi à une table ronde. Et derrière ça, c'est bien sûr tout le travail qu'il faut pour éviter un parcours. Ça nécessite tout un travail pour détecter les signes de vieillissement, l'augmentation aussi de la médicalisation pour les travailleurs, des pertes d'autonomie, match d'acquis, voilà, des risques d'isolement, parce que qui dit travailleur des EHPAD ne veut pas dire bien sûr une réponse dans nos habitats, bien loin de là. La plupart des travailleurs des EHPAD vivent en milieu ordinaire, enfin le terme n'est pas joli, en milieu avec tout le monde, au milieu des autres, et donc ils vivent soit avec leurs parents vieillissants, soit seuls, et donc le risque est accru en termes de vieillissement. Ensuite, vous avez les enjeux en ce qui concerne le milieu ordinaire, un petit focus aussi. Ça concerne nos services d'accompagnement milieu ouvert, SAMSA et SAPS. Donc vous voyez que sur les chiffres de 2023, la moyenne d'âge pour le SAMSA est de 40 ans, mais avec 21 personnes, plus de 55 ans sur 38, et pour les SAPS, une moyenne d'âge à 48, quasiment 49 ans, et avec quasiment une personne sur 2 accompagnée par les SAPS à plus de 50 ans. On a des réponses dédiées pour les personnes vieillissantes, on les a évoquées, notamment le service passe-temps, qui est pour les personnes retraitées ou en diminution de temps de travail dans le cadre de nos EHPAD, mais pas uniquement, ça peut être aussi des travailleurs qu'on connaît en milieu ordinaire. Voilà, alors les enjeux, les problématiques identifiées, c'est bien sûr tout ce qui va être partenariat sur les territoires, soutien de services extérieurs, lien avec des acteurs du territoire, là où habitent les personnes, la synergie, personnes âgées, personnes en situation de handicap, on en parle, c'est au cours de la journée, le soutien aux aidants, le même vieillissant, le manque d'anticipation de certaines familles. Alors, c'est pas que les familles se projettent pas, c'est que dans une certaine vision, on sait par expérience qu'il est compliqué de penser à la fois son propre vieillissement et le vieillissement de ses enfants. Et cet enjeu-là, Sabine l'a bien dit en introduction, concerne aussi les frères et sœurs. C'est-à-dire que du coup, ils deviennent doublement aidants et apporter doublement les enjeux de leurs frères, de leurs sœurs en situation de handicap et aussi de leurs parents, avec des conflits, parfois de loyauté, des enjeux, mais qu'on connaît bien et qu'on essaye d'accompagner, mais qui sont loin d'être simples. L'accompagnement de fin de vie est un enjeu, alors pas que dans le milieu ordinaire, ça concerne nos structures, mais tout le débat sur la fin de vie concerne aussi les personnes en situation de handicap. Et puis l'adaptation des ressources humaines, le développement des capacités professionnelles à détecter des signes avant-coureurs, on va l'évoquer.
évoqué, notamment le projet de l'équipe mobile handicap Alzheimer en fait partie. Il y a un vrai changement de culture de l'ensemble pour les deux secteurs, mais dans notre secteur. Et puis le manque d'appui pour les personnes en situation de handicap vieillissante, dans les moments de transition et la recherche de solutions. C'est-à-dire que on revient toujours à cette notion de parcours, et on sait qu'il y a des moments de rupture, et on sait qu'on a des trous dans le filet, c'est l'image que j'aime bien. Donc tout notre boulot, c'est de faire en sorte qu'on a des situations complexes à gérer, mais on doit être en capacité d'avoir un filet qui récupère la situation, qui permette de construire des réponses ensemble. Donc, un mot rapide sur nos partenaires. Comme ça a été évoqué en introduction, on a essayé de développer des partenariats. Alors, il n'y a rien de modèle au sens où on veut donner mais plus d'exemples à témoigner. On veut témoigner de ce qui se fait. On sait que dans les autres territoires du département, ça existe aussi. Mais il nous semblait important de s'arrêter aussi sur les partenaires. Donc avec le CCAS de Tourcoing, on est en voie de conventionnement, on est en train de travailler la convention, la signature, et on a déjà des parcours de personnes et des liens assez étroits. Et depuis qu'on a décidé de conventionner, je veux dire comme ça, on a augmenté nos échanges et les parcours. On a conventionné avec les EHPAD de communes, les Fleurs de la Lys, je sais que c'est présent dans la salle, et aussi avec le GSMS Grand Lille et différents EHPAD, et particulièrement les EHPAD de notre territoire. On est aussi en lien avec l'association des Orchidées, et on travaille avec eux sur différents projets, dont le projet d'IMA, ça sera évoqué aussi cet après-midi. On a des conventionnements avec les centres hospitaliers, particulièrement une convention historique depuis très longtemps avec le centre hospitalier de Rouen. Alors, c'est pas spécifique vieillissement, mais c'est un sujet qui est en lien avec l'hôpital de Tourcoing. Et puis, on travaille bien sûr avec les différents hôpitaux, le centre hospitalier de Waterloo. Alors, on a des liens aussi très étroits avec le centre hospitalier de Roubaix, notamment avec les EHPAD et l'USLD. Et il y a des partenariats, des parcours qui se sont mis en place. Historiquement aussi depuis très longtemps, notamment avec le foyer de Saint-Denis-Pluriel qui est sur Roubaix. Et puis nous avons des liens avec le CHI de Wascal. Voilà, on voulait balayer. On a fait appel aussi, on fait encore appel aussi à de Tourcoing, qui a des places pour personnes en situation de handicap. Et on est en lien avec les ESAT de Roubaix et de Tourcoing, sans avoir de partenariat. Alors, avant d'arriver à la pause qui ouvrira après sur la table ronde, je laisse Eric présenter, en 5 minutes, rappeler les enjeux. Comme c'est redondant, je vais aller très vite. Je vais piquer une diapo à Muriel, je cite mais qui est sur les enjeux qu'elle a évoqués, donc on va passer vite. Une population... Attends, 2 secondes. Vite, 2 secondes. Ouais, Cathy... Donc une population invisibilisée, des ruptures de parcours, des fréquentes, une question de pilotage politique de handicap et des besoins partiellement satisfaits. Voilà, alors les enjeux et défis, c'est on a de plus en plus de situations, on a évoqué la question des ruptures de parcours, la question des outils et l'adaptation des outils, la question de la formation, notamment pour les professionnels de santé au handicap et la particularité et les spécificités. Tu peux passer, on va passer là-dessus. Donc, toujours dans les enjeux et défis qui ont déjà été évoqués. Le vieillissement conjoint des proches et des parents, on en a parlé. Des organisations institutionnelles pas toujours adaptées, on en a évoqué. Un cadre réglementaire administratif qui est un frein au parcours. Il y a un certain nombre de freins à lever. L'exemple, l'aide sociale, c'est d'une complexité et c'est très très compliqué, très complexe à expliquer aux familles, et aussi faut que les professionnels maîtrisent bien ces enjeux pour donner les bonnes informations aux familles. Un cloisonnement dans les champs d'intervention avec des freins, développement des partenariats. Des EHPAD, une solution, mais sous certaines conditions et qui reste à sécuriser. On en parlera aussi dans le cadre des tables rondes. Et puis le pilotage politique. Donc une liste des défis et des enjeux qui est longue à relever. Alors, Thierry l'avait évoqué fortement, le rapport de la Cour des comptes pointe l'accroissement de la population implique une augmentation du nombre de solutions d'accompagnement.
Ce que nous voyons, nous, du point de vue du champ de handicap association, ça n'est qu'une petite partie de l'affaire, puisque beaucoup de personnes en situation de handicap, et notre champ en plus c'est le handicap mental, mais beaucoup de personnes en situation de handicap vivent à domicile, et nous n'avons pas une bonne lecture des enjeux. Alors, ce qui était intéressant dans le rapport, j'ai repris, c'est la position de la Première ministre à ce moment-là, Madame Borne, qui répondait au rapport à la Cour des comptes en disant que c'est en effet c'est une question centrale de la démarche actuelle de la transformation de l'offre. C'est évoqué comme la nécessaire articulation elle évoque la nécessaire articulation entre le département, qui est le chef de file de l'action sociale dans leur territoire. Et puis les enjeux sont aussi d'éviter les ruptures de parcours, donc, il est nécessaire de développer une palette de réponses. Et vous avez ensuite donc, la réponse du président de l'Assemblée des départements de France au rapport de la Cour des comptes, qui dit plus d'1 milliard d'euros par an pour développer l'offre d'accueil et d'accompagnement, oui, mais quelle nature de financement et comment aller chercher 1 milliard d'euros par an dans la mesure où nous sommes dans un contexte, et nous savons déjà en forte tension, l'enjeu est de taille, 1000 places vacantes en établissement des services médico-sociaux et médico-sociaux dans le cadre de l'évolution de l'offre de l'accompagnement ne signifie pas qu'il est possible d'accueillir 1000 personnes en plus. Je trouve ça intéressant à garder en tête. Créer 10 000 places de SAVS, parce que le rapport de la Cour des comptes pointe les SAVS comme un acteur essentiel dans l'accompagnement et dans le parcours des personnes vieillissantes. Éviterait 10 000 entrées en établissement par an apparaît largement théorique et éloigné de la réalité. Il rappelle les difficultés de recrutement des professionnels. En conclusion donc, du rapport de la Cour des comptes, des objectifs louables et partagés de tous, mais conclusions et propositions peuvent apparaître éloignées des réalités et complexités du terrain, et donc difficiles à mettre en œuvre. Voilà, donc ceci, pour conclure cet état des lieux un peu large, rapide et non exhaustif,